Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Facebook matinal ce matin. Je suis Annie Sherman, chef de projet événementiel au Mouvement Up. Le Mouvement Up, c'est un ensemble de médias qui est spécialisé dans le journalisme de solutions et qui met en lumière les acteurs du changement qui, tous les jours, ont décidé d'œuvrer pour le bien commun. Alors, nous nous retrouvons ce matin dans le cadre d'un programme, le programme Mouvement Up Factory, que nous organisons en partenariat avec Accenture et le groupe SOS Pulse. Il a été lancé il y a 5 ans. Up Factory, c'est un programme de pré-incubation qui soutient une nouvelle génération d'innovateurs à impact positif. Dans ce cadre, en fait, on organise en général de nombreux événements qui sont gratuits et ouverts à tous pour permettre justement à ces jeunes pousses de découvrir les expériences d'entrepreneurs chevronnés sur des thématiques propres à l'entrepreneuriat social. Alors, je parlais d'acteurs du changement. Aujourd'hui, nous en recevons une actrice du changement, Alice Vivian. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation matinale. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Rapidement, promis. Donc, bonjour à tous. Merci de vous être levé tôt et d'être là à la fraîche ce matin. Je suis ravie d'être là. Donc, je m'appelle Alice Vivian. Moi, je suis conférencière et formatrice en gestion du stress, en bien-être au travail et en activation des talents. Je suis aussi professeure de yoga, entrepreneuse et maman. Voilà. Pour faire court, j'ai fondé une organisation qui s'appelle Mojome, dont l'objectif est d'accompagner la transformation à la fois de la société, mais aussi de l'individu, en reconnectant le corps et la tête. Donc voilà, je vous en parlerai un petit peu plus, mais brièvement, voilà les sujets sur lesquels je travaille aujourd'hui: futur du travail, gestion du stress et activation de nos super pouvoirs. Merci. Alors, le thème de ce matin, de ce temps d'inspiration, c'est la décélération, destinée Ouais. particulièrement aux jeunes entrepreneurs. Donc, l'idée, c'est d'essayer de vous livrer de précieux conseils pour apprendre justement à gérer le stress, l'énergie, à prendre du recul, à se retrouver, à essayer de prioriser et faire les bons choix pour éviter un petit peu ce qu'on appelle le burn-out aujourd'hui. Nous sommes ensemble donc, ce matin pendant 1 heure. On va découper en trois petites parties. La première, tu nous expliqueras, et ce sera un peu une mise en contexte pour comprendre de quoi on parle et d'où ça vient. Ensuite, on prendra un temps pour faire la mise en pratique et comprendre les exercices qu'on peut mettre en place, nous, chez nous. Et ensuite, on recevra 4 entrepreneurs que nous accompagnons au sein de notre programme Mouvement Up Factory qui eux, se lancent et ont un petit peu des peurs, des craintes. Et l'idée, c'est d'échanger avec eux et de recueillir leurs témoignages. Alors, pour commencer, je te laisse nous raconter un petit peu ton parcours, comment et pourquoi tu as créé Mojum. Voilà. Et pourquoi je suis arrivée à traiter de ces sujets. Alors, moi, j'ai un parcours, je ne sais pas si c'est atypique, en tout cas, j'ai suivi ma voie. Et donc, ça s'est passé par plusieurs étapes de vie. J'ai d'abord travaillé 9 ans en communication. Je travaillais en agence de communication. Donc, c'était très riche, c'était très créatif. Je travaillais beaucoup, sauf qu'après 9 ans, j'ai eu une question de sens. Je ne croyais plus trop aux produits que j'aidais à vendre. J'étais plus très alignée en fait avec ce que je faisais dans mon métier. Et donc j'ai voulu changer de vie. Je l'ai fait de façon assez radicale. Donc je vivais à Paris, j'ai vendu tout ce que j'avais, mon appartement, mes affaires. J'ai pris un sac à dos et je suis partie 1 an faire un tour du monde autour de projets d'entrepreneuriat social. Alors à l'époque, on ne disait pas encore entrepreneuriat social, mais j'étais déjà sur ces sujets d'innovation sociale, on va dire au sens large. Donc pendant 1 an, voilà, dans 13 pays différents, j'ai été voir des projets que je trouvais inspirants. Qui étaient voilà, des nouveaux modèles qui réunissaient l'économique et le social, des projets autour de l'environnement, bien sûr, des projets autour de l'éducation des femmes, des enfants, tout ce qui pour moi était des sources d'espoir sur ce que pourrait être un monde plus souhaitable. Que j'ai appelé donc Portrait d'espoir, qui est un projet que j'ai monté pendant 1 an. En revenant à Paris, ce qui était dur après 1 an de voyage,
j'ai voulu vraiment réorienter mon métier vers l'entrepreneuriat social et l'innovation. Et j'ai rencontré 2 personnes qui étaient en train de monter un institut absolument génial qui s'appelle l'Institut des futurs souhaitables. Et comme son nom l'indique, l'objectif est de former un maximum de gens à ce futur qui pourrait être un futur plus souhaitable. Ça veut dire plus respectueux de l'homme, plus respectueux de l'environnement. Donc, pendant près de 5 ans, j'ai dirigé la communication de cet institut, animé toute une communauté de gens qui réinventent des modèles, que ce soit l'entreprise, l'éducation, l'agriculture, donc dans tous les sujets, bien sûr, de développement durable, mais d'une façon générale de prospective et d'innovation. Donc, c'était une richesse incroyable. Ça m'a redonné beaucoup d'espoir. Je me suis dit qu'en France, en fait, il y avait des gens qui faisaient des choses, que j'étais juste pas au bon endroit. Et donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a des gens qui innovent et qui font des choses. Pendant mon tour du monde, j'ai eu une autre rencontre fantastique qui est le yoga. J'ai passé plusieurs mois en Inde sur des projets d'environnement et d'éducation. Et j'ai découvert aussi le yoga et j'ai pratiqué depuis 10 ans. Maintenant, je pratique le yoga. Et ça a été une vraie découverte déjà personnelle, hein, pour mon bien-être personnel et pour mon chemin personnel. Mais surtout, je me suis rendu compte que le yoga qui parle de réunir le corps et l'esprit, nous réunir nous avec le reste du monde, était un outil que je trouvais absolument fabuleux dans une société aujourd'hui où tout est dissocié. Voilà, où la tête est dissociée du corps, où nous sommes dissociés de la nature, où nous sommes dissociés des autres. Je trouvais qu'il y avait dans la philosophie d'unité du yoga quelque chose de très très fort. Donc le yoga, moi, m'a accompagnée dans mon quotidien pendant 10 ans. Et quand j'étais encore à l'Institut des futurs souhaitables, j'ai décidé de devenir professeure de yoga. Donc, j'ai eu on va dire une double vie pendant 5 ans où j'étais la semaine en train d'imaginer des futurs souhaitables et de voilà, construire ce monde-là. Et le week-end, j'étais sur un tapis de yoga à me reconnecter au souffle, au corps et accompagner les gens à une transformation qui était plus de l'ordre d'une transformation intérieure. Et au bout de 5 ans, je me suis rendu compte en fait que là encore, c'était très cloisonné, ces 2 mondes, à la fois les mondes du développement personnel du corps et le monde intellectuel de la prospective. Et j'ai eu envie de réunir ces 2 mondes. Avec une première conviction qui est que si on veut construire un monde plus souhaitable, il faut que ça passe d'abord par une transformation personnelle, par une transformation intérieure. C'est très compliqué de parler de collaboration, de vivre ensemble, de réinvention des modèles si nous-mêmes, on ne travaille pas sur notre capacité à vivre ensemble, sur notre capacité de communication, sur nos forces et nos talents. Donc ça, c'est ma première conviction, c'est qu'on doit mener en parallèle de front à la fois cette transformation de la société et cette transformation de la personne. Les 2 sont importants. Et de ne pas les séparer. Voilà, on a besoin de faire ce rapport entre les 2. Ma deuxième conviction, et ça je pense que c'est important pour les entrepreneurs sociaux qui nous écoutent, pour avoir animé des centaines d'entrepreneurs sociaux, des milliers d'entrepreneurs sociaux pendant 5 ans, et moi-même étant entrepreneuse sociale, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'épuisement, que quand on était motivé par une cause, par cette flamme de changer le monde, en fait, on s'oubliait soi complètement. Et on le sait aujourd'hui, une personne sur 4, voire une personne sur 3, qui est soit dans le soin, soit dans l'entrepreneuriat social, soit dans l'entrepreneuriat tout court d'ailleurs, qui doit arrêter son projet, pas pour des raisons financières, mais pour des raisons personnelles d'épuisement. Et donc, c'est tous ces sujets qui m'ont vraiment, fait poser la question de finalement, on parle du projet en lui-même, on parle des métiers, on parle de l'accompagnement social ou environnemental, mais on ne s'occupe absolument pas de l'écologie intérieure de la personne. Et c'est là où ce rapport entre écologie extérieure, donc prendre soin des ressources de notre planète, et nos propres ressources est essentiel. Et je pense qu'on a besoin absolument de prendre soin de nos propres ressources et d'arrêter de puiser dans nos propres ressources si on veut prendre soin de la planète et prendre soin des autres. Donc ça, c'est ma deuxième conviction par rapport à des outils d'empowerment, des outils d'empuissantement, comme disent les Canadiens, à amener aux gens. Qui donc forcément m'ont amené à réunir le sujet du stress, du bien-être dans le monde du travail, qui est un monde qui est aujourd'hui complètement déconnecté du corps et du cœur,
surtout du corps. Et je pense que l'intelligence du corps va être la nouvelle intelligence de demain. On a parlé d'intelligence, donc de l'intellect pendant des années. On est valorisé, jugé, éduqué que dans notre tête, que dans le mental. Depuis 15 ans, on parle d'intelligence émotionnelle. On va dire que depuis 5 et 10 ans, dans le monde du travail, on commence à amener de l'émotionnel, doucement. Et ma troisième conviction, et c'est vraiment là-dessus que je fonde toutes mes recherches aujourd'hui et ma pédagogie, c'est comment on peut aller développer l'intelligence du corps, ce que j'appelle les super pouvoirs. Pourquoi le corps? Parce que déjà, si vous voulez prendre soin de vous en tant qu'entrepreneur, si vous voulez prendre soin de votre santé, il faut pouvoir être connecté au corps. Il y a des gens qui vont attendre malheureusement d'avoir des maladies, de faire des dépressions, de faire des burn-out pour entendre ce que votre corps vous dit. Ça veut dire qu'on tire sur la corde, on a un rythme effréné, on travaille, on ne prend pas de soin de nous, on ne fait pas des pauses et du coup, on s'épuise. Donc, la reconnexion au corps, elle va être essentielle déjà, pour prendre soin de notre santé. Et on voit dans la crise que nous vivons actuellement avec le Covid, à quel point cette question de la santé, elle est au centre de nos vies et de notre essentiel finalement. La deuxième raison pour laquelle il faut être dans le corps, c'est parce que vous allez pouvoir développer un des premiers super pouvoirs sur lequel je travaille, qui est de calmer le mental et de gérer votre stress. La gestion du stress se fait par de la psychologie, mais beaucoup par une reconnexion au souffle, au corps et dans le mouvement. Donc, tous les sujets du stress, de l'énergie se travaillent beaucoup, beaucoup dans le corps. Donc, premier super pouvoir à développer, c'est calmer le mental et gérer le stress. Et ce que je trouve intéressant, et c'est là-dessus que moi je veux vraiment mettre l'emphase dans mes accompagnements aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise et pour les particuliers, c'est que les gens se rendent compte que dans le corps, on a une réserve d'énergie, on a une réserve de pouvoir énorme, mais qu'on n'exploite absolument pas. Ce qu'on appelle l'intelligence somatique, l'intelligence kinesthésique. Donc, le fait de se reconnecter au corps et à nos autres cerveaux, parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais on a un cerveau dans le ventre, on a 200 millions de neurones dans le ventre, dans l'intestin, et on le sait un peu moins, on a aussi des neurones dans le cœur. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller aligner les neurones, le cerveau dans la tête, dans le cœur et dans le ventre, pour pouvoir aller exploiter toutes ces intuitions, exploiter nos émotions, exploiter nos ressentis, activer nos forces et aller finalement nous guider par notre boussole intérieure, surtout dans des temps d'incertitude dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Et donc, dans cette société VUCA, qui est volatile, incertaine, ambiguë et complexe, et je pense que le Covid nous montre à quel point nous sommes vraiment dans le complexe et dans l'incertain, je pense qu'on va devoir aller développer ces nouvelles formes d'intelligence qui sont très connectées au corps, ou en tout cas reconnecter le corps et l'esprit. Donc voilà, moi, ma méthode un petit peu de travail, c'est cet alignement entre la tête, le corps et le cœur, et ce qui va permettre l'alignement. L'alignement, ça veut dire la congruence de chacun. Ça veut dire faire ce qu'il ressent, être juste pour lui. Ça veut dire aligner ses paroles avec ses sentiments, avec ses actions. Parce qu'être dans le corps, c'est aussi faire. Et l'entrepreneur, il fait. C'est aligner votre manière d'être physiquement, votre présence, avec ce qu'il y a dans votre cœur et dans votre tête. Donc, toute cette question de la congruence, pour moi, elle est essentielle. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat social, il y a un vrai sujet qui est de dire comment j'incarne. Donc, incarner, ça veut bien dire physiquement, dans la matière, embody en anglais. Comment j'incarne le changement que j'ai envie de voir dans le monde. Et une de mes réflexions après plusieurs années dans le monde de l'entrepreneuriat social, c'est qu'il n'y a finalement pas énormément de gens qui s'appliquent eux-mêmes leurs principes. Et je le dis avec beaucoup d'amour parce que j'ai été moi-même là-dedans. Et quand, par exemple, je pense beaucoup aux soignants que j'accompagne là sur le stress, les soignants soignent les autres, mais ont du mal à se soigner eux-mêmes. Donc, il y a quelque chose qui est de dire comment moi, j'incarne et je suis ce que j'ai envie de montrer aux autres. Donc, quand vous êtes dans le corps, vous êtes dans l'incarnation. Et c'est là où il y a quelque chose qui tout d'un coup se transforme et on passe de l'idée à l'action, à la transformation réelle. Donc, voilà un petit peu tous les sujets sur lesquels je gravite et je fais des recherches depuis quelques années. Le Covid a bien sûr accéléré ces convictions que sont le besoin d'accompagner les gens à développer ces super pouvoirs que sont l'agilité, que sont la résilience,
que sont la gestion du stress et de l'angoisse, pour pouvoir sortir de nos peurs, sortir de ce refoulement de nos émotions aussi qui nous font peur, pour aller activer nos forces et s'adapter à la situation qui, de toute façon, va être de plus en plus mouvante. On va avoir un monde qui, dans 10, 15, 20 ans, sera toujours aussi complexe, voire plus, et on va avoir besoin collectivement de nous adapter, et aussi individuellement. Donc aujourd'hui, il y a 3 sujets sur lesquels j'accompagne les entrepreneurs, que sont le sujet du temps, le sujet du stress et le sujet de l'énergie. Globalement au niveau de la société, mais ça doit commencer par chacun d'entre vous. Pourquoi ces 3 sujets et c'est on va dire un ensemble, un trépied que je réunis dans un concept que j'appelle la décélération. Parce que je pense qu'aujourd'hui, le sujet du temps, effectivement, et du rythme est au cœur de nos souffrances et notre mal-être. Je pense que nous sommes dans une société, alors je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, heureusement, qui est dans une accélération, qui n'est pas qu'une accélération perçue, qui est une accélération réelle, qui est due bien sûr à la technologie, qui est due à l'hyperconnexion, hein, la preuve, vous voyez bien qu'on est quand même sur des écrans, qui est aussi due à une injonction de faire vite, de faire bien, d'être dans la productivité qui est liée à notre système économique capitaliste où il faut toujours reproduire plus, consommer plus. On est dans du court terme. On n'est absolument pas dans la durabilité, dans la construction long terme, ce qui explique pourquoi nos politiques ont autant de mal à avancer sur des sujets importants comme l'environnement. Donc il y a un sujet autour du temps qui est qu'on est dans cette accélération, qu'on a du mal à construire dans le long terme et être dans ce temps qu'on appelle de la décélération, du ralentissement, ou en tout cas qui pour moi est un temps de l'équilibre entre des moments où on accélère et des moments par contre où on décélère. Et pour la personne, c'est exactement la même chose. C'est que si vous êtes tout le temps connecté à votre travail, tout le temps connecté aux écrans, vous êtes dans une culture que les Américains appellent du always on, toujours connecté. Et ce qui se passe, c'est que votre système nerveux ne tient plus. On est toujours en hyperactivité, on n'a pas assez de moments de décélération, des moments de calme. Et le système parasympathique de votre système nerveux autonome, celui qui calme, ne s'active plus. Ce qui explique qu'aujourd'hui, il y a plus de 3 millions de burn-out par an, burn-out, dépression, de pré-burn-out, c'est-à-dire qu'on se met vraiment en danger physique et psychologique. Ce qui explique qu'il y a autant de mal-être dans le monde du travail, c'est parce qu'on est dans cette accélération. On n'est pas du tout accompagné dans ce monde qui est de plus en plus incertain et mouvant. Donc, le temps, on sent bien qu'il il cristallise énormément de souffrance et énormément de blocages pour répondre à des besoins qui sont notamment les besoins environnementaux. La nature elle-même est dans un cycle et dans un temps qui est beaucoup plus long, qui est dans un temps qui de temps en temps on accélère, de temps en temps on décélère. Et en fait, on est tellement déconnecté de la nature, on est tellement déconnecté de ces cycles naturels que nous-mêmes, on ne sait plus se remettre dans un rythme qui est bon pour notre santé. Donc, voilà pourquoi je pense que le temps est vraiment au centre de beaucoup de mal-être et de blocages pour réinventer un monde plus positif, plus désirable. Et il va s'accompagner de réflexions sur comment, quelque part, je peux changer mon regard sur le temps. Est-ce que le temps est forcément ce temps calendaire de l'emploi du temps que je vais remplir à ras-bord? Parce qu'on déteste le vide. Est-ce que finalement le temps n'est pas un temps qualité? Ça veut dire le temps du moment présent, le temps que je choisis, le temps de la priorité, le temps de l'essentiel. Est-ce que le temps n'est pas le moment présent que je profite, que je savoure? Et donc il y a toute une philosophie du temps à réintégrer dans nos réflexions. Et puis après, il y a des outils très pratiques d'organisation, de planification, d'arbitrage. Et ça, je vais vous en parler pour les entrepreneurs, pour ne pas courir après le temps, pour sortir de ce diktat du temps, pour se le réapproprier. Et ça veut dire se réapproprier nos vies et dire ce temps, il est précieux, c'est peut-être la richesse la plus précieuse avec la santé aujourd'hui. Comment je me le réapproprie pour vraiment décider de où je place mon énergie. Donc, sujet du temps, et bien sûr qu'il va s'accompagner de la gestion du stress. Je vous disais, il y a une personne sur deux aujourd'hui qui dit être
anxieuse et stressée au travail, 1 sur 4 qui est en état d'hyperstress. Ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 4 qui est en danger physique ou psychologique à cause du travail aujourd'hui. C'est énorme, c'est-à-dire que là, on parle d'un quart de la population active quand même. Donc, ce n'est pas un petit sujet, le stress. Il y a un besoin absolu d'aller comprendre comment fonctionne le stress, pourquoi on est stressé, et d'aller apprendre à réguler ce stress. Qui est un stress notamment, donc le stress chronique, parce que le petit stress juste qui vous met en excitation, il faut le garder, mais ça c'est juste la petite flamme, c'est le stress chronique qui est très mauvais. Donc vraiment accompagner les entrepreneurs sur gérer leur stress au quotidien. Pourquoi ? Parce que déjà, ils vont s'épuiser s'ils ne le font pas, donc c'est une question de santé. Mais comme je vous le disais, si les entrepreneurs arrivent à travailler sur leur stress, ils vont pouvoir aller activer leur autre super pouvoir d'entrepreneur, que sont la créativité, que sont l'agilité, que sont cette capacité d'innover et de voir large. Quand vous êtes stressé, il se passe quelque chose dans votre cerveau qui fait que vous focalisez. Et il y a toute une zone du cerveau que vous désactivez. C'est la zone qui permet la créativité et qui permet de voir loin, le big picture, le panorama au sens très très large. Quand je suis stressée, je suis incapable d'être créatif, je suis incapable d'être innovant, ce qui est un petit peu embêtant pour un entrepreneur. Je suis incapable d'être résilient. Donc, la gestion du stress, c'est la première étape à la résilience. Et le troisième sujet qu'on traite très peu dans le monde du travail et encore moins pour accompagner les entrepreneurs, c'est la gestion de l'énergie. L'entrepreneuriat au sens large, et encore plus l'entrepreneuriat social, c'est pas une course, c'est pas un sprint. C'est pas un sprint, c'est pas qui va aller le plus vite. C'est une course de fond. C'est un marathon qu'il faut tenir. Ça veut dire qu'il faut tenir dans le temps. Et le problème du système dans lequel on est, c'est qu'en fait, on veut monter des projets en 6 mois, on veut monter des startups pour certains dans un système capitalistique qu'on veut revendre très cher, et tout doit se faire rapidement. Et quand on monte même un projet avec une volonté d'un impact social, on est motivé par cette flamme d'amener du changement dans le monde, ce qui est extraordinaire, mais le problème, c'est que cette flamme, elle vous brûle. Parce que vous ne gérez pas votre énergie. Ça veut dire quoi, gérer son énergie ? Ça veut dire apprendre quotidiennement à faire des pauses, apprendre à faire des pauses dans le mois, dans l'année, et penser son projet à long terme. Ça veut dire apprendre à penser le projet de façon durable, step by step. Il y a un temps. Il y a un temps de l'accélération et il y a un temps où les choses doivent un petit peu se poser. Comme dans la nature, où pendant l'hiver, il y a tout qui sédimente sous la terre pour qu'au printemps, tout pousse. Donc, l'entrepreneur, il doit aussi apprendre à faire ce mouvement de temps en temps, je vais pouvoir être dans l'accélération, mettre en place. Et de temps en temps, j'ai besoin de reposer tout ce qui est à l'intérieur, de me recharger, de me réénergiser et de laisser du temps au corps et au cerveau de se connecter à ce qui est essentiel pour lui en tant qu'entrepreneur, ce qu'il veut mettre en place. Donc, la gestion de l'énergie, elle est fondamentale. C'est ça qui fait que vous allez tenir dans le temps et pas vous épuiser. Parce que la cause, elle est belle, quand on est entrepreneur social. Voilà. Et donc, il faut aller au bout du projet et on a besoin de ça. Mais il vous faut des forces. Si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas de vivre, vous ne pouvez pas tenir très longtemps dans le désert tout seul. Donc, c'est un petit peu ça. Il faut être soutenu et il faut surtout se préserver. Donc, voilà les 3 sujets qui, je pense, sont essentiels aujourd'hui et qui sont peu adressés, je trouve, aux entrepreneurs sociaux. Il n'y a pas tant d'accompagnement que ça. Moi, j'expérimente beaucoup de solitude, notamment en ce moment, des entrepreneurs qui m'appellent dans cette période du Covid, qui est un tsunami, qui est vraiment très difficile dans cette incertitude dans laquelle elle nous plonge. Et je remarque que l'entrepreneur se sent très seul, en fait, très désœuvré et n'a pas forcément les outils, ses ressources pour pouvoir continuer à mener son projet et son combat. Donc Alors voilà un petit peu. justement, en parlant d'outils, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Comment faire pour trouver justement cet équilibre entre tous ces stress et gérer son Bien énergie ? sûr. Alors, des outils, il y en a plein. Il y a plein, c'est pour ça que je fais des formations, des journées entières là-dessus. Déjà, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est pourquoi l'entrepreneur et encore plus l'entrepreneur social va être dans son comportement propice au burn-out. C'est être lucide aussi là-dessus et c'est quand on comprend ça qu'on va pouvoir changer nos comportements. Quand on est entrepreneur, je disais, on est souvent seul, on n'a pas beaucoup de ressources financières, on n'a pas beaucoup de ressources de temps, on fait beaucoup de choses. On est un petit peu au four et au moulin. On ne peut pas déléguer, on n'a pas des équipes forcément.
Donc, on manque de ressources. C'est une cause de stress, c'est une cause de perte de temps et c'est une cause de manque d'énergie. Donc, et la deuxième chose, c'est que l'entrepreneur social, pourquoi il est aussi propice au burn-out, c'est qu'il est motivé, comme les soignants, hein, il est motivé par quelque chose de très profond en lui, qui est fantastique, qu'on appelle la flamme, cette flamme intérieure qui vous donne envie d'aller changer le monde. Le problème de cette flamme, c'est que si elle n'est pas encadrée, elle brûle. C'est ça le burn-out. C'est quand le feu brûle de l'intérieur. Donc, effectivement, il y a des choses à faire. La première chose à faire, c'est, et je reviens à ma conviction profonde, se reconnecter au corps. Moi, de ce que je vois des entrepreneurs sociaux, c'est qu'ils sont beaucoup dans leur projet, ils sont beaucoup dans la tête, ils sont souvent beaucoup dans le cœur parce qu'il y a cette flamme et il y a cette envie de changer les choses. Par contre, ils n'écoutent absolument pas le corps. Ça veut dire qu'ils peuvent rester des heures, des journées entières assis sur un ordinateur à travailler sur des projets sans s'arrêter, sans boire, ça veut dire qu'ils vont travailler 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois sans juste faire une micro-pause, une micro-vacance, un temps de repos. La première chose que j'observe, c'est ça. Donc, je dirais le premier conseil que je donnerais, c'est essayer d'écouter ce que vous dit le corps. Quand vous sentez que le corps a mal, que vous êtes fatigué, que les paupières sont en train de tomber, c'est un signal, ça veut dire allez vous reposer. Puisque de toute façon, si vous êtes fatigué, vous ne serez pas efficace face à votre ordinateur, vous ne serez pas efficace en réunion, vous ne serez pas créatif en fait. Là, c'est vraiment la question de la gestion de l'énergie. C'est quand je sens que là, je suis fatiguée, je suis épuisée, je m'accorde ce temps qui n'est pas du temps perdu, donc il faut changer son regard par rapport à ça, qui n'est pas un temps perdu, qui est un temps de repos nécessaire. Ça peut être une micro-pause dans la journée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, normalement, il faudrait faire, on va dire, 4 à 5 pauses dans la journée, même si c'est que 5 minutes. Voilà, pas une pause pour aller manger ou pour aller faire pipi. À peu près 5 pauses dans la journée. Donc, apprendre déjà dans la journée à faire ces petites pauses pour aller marcher, pour aller respirer, pour faire des petits exercices sur le corps, pour faire des choses que je vais vous faire faire là tout à l'heure, des centrages, des respirations, juste pour faire redescendre, calmer le stress et juste voilà, se remettre dans une bonne énergie pour pouvoir travailler de façon plus concentrée après. Donc mon premier conseil, c'est vraiment écouter le corps et essayer de gérer au quotidien cette énergie, donc tous les jours, et puis aussi accordez-vous vraiment des moments de décélération où vous prenez un peu de recul. Donc c'est peut-être quelques jours où vous partez à la campagne, où vous partez dans un autre environnement qui est le vôtre, pour aussi prendre du recul par rapport à votre projet. On est tellement le nez dans le guidon. Moi, ce que j'observe aussi, c'est qu'en fait, il y a un stress et il y a une confusion aussi qui est due à je suis tellement, tellement dedans que j'ai du mal à faire ce pas de côté pour juste regarder un petit peu est-ce que ma mission est encore alignée avec qui je suis. Est-ce que voilà, je suis au bon endroit? Est-ce que je suis dans le bon environnement? Et si vous voulez faire ce travail de prise de recul, de décélération, ben voilà, il faut un temps où géographiquement, en tout cas, on n'est pas dans le même environnement de travail. On déconnecte un petit peu des réseaux sociaux. Donc ça, je ne vais pas vous faire la morale là-dessus parce qu'aujourd'hui, on est connecté, c'est grâce à ça qu'on avance. Mais il faut vraiment, vraiment avoir des moments où on est déconnecté du digital pour être, encore une fois, connecté à soi, prendre le temps de s'écouter et d'aller écouter votre boussole intérieure. C'est-à-dire, est-ce que là, dans ce que je suis en train d'entreprendre, je me sens bien? Ou est-ce que je sens qu'il y a quelque chose qui fait que ce n'est pas les bonnes personnes sur ce projet? Ou il y a quelque chose qui m'épuise dans ma manière de faire? Et ça, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner aussi sur la question de l'énergie. C'est observer qu'est-ce qui vous donne de l'énergie dans votre quotidien d'entrepreneur et qu'est-ce qui vous prend de l'énergie. Donc, ça peut être des gens qui vous prennent de l'énergie, ce qu'on appelle les gens énergivores, les vampires énergétiques. Ça peut être des types de relations qui vous prennent beaucoup d'énergie, des types de comportements, les vôtres ou ceux des autres. Ça peut être des types d'activités que vous faites qui, en fait, vous pompent tellement d'énergie parce que ça vous gonfle, parce qu'en fait, au fond de vous, vous ne voulez pas le faire. Donc, il y a peut-être un sujet à aller regarder autour de ça. Ça veut dire ce qui vous prend de l'énergie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez soit arrêter de faire, soit faire autrement? Est-ce que c'est un environnement dans lequel peut-être vous n'êtes pas bien et ça nécessite d'aller vous mettre avec des gens autour de vous qui sont dans un meilleur environnement, dans une meilleure énergie? Hein, je dis toujours, si on est sur la mauvaise herbe, la mauvaise terre, on ne pousse pas. C'est l'entrepreneur, il peut avoir une idée incroyable, un projet incroyable. S'il n'est pas au bon endroit pour le planter,
à la fois à l'intérieur et en termes d'environnement, ça ne marche pas. Donc, un conseil que je donne, c'est vraiment, posez-vous cette question, vous faites une colonne, qu'est-ce qui me donne de l'énergie, qu'est-ce qui m'en prend, et allez voir au niveau de l'énergie, qu'est-ce que vous pourriez faire pour aller en récupérer. Voilà. Ça paraît très simple comme exercice, mais en fait, il est d'une efficacité redoutable pour faire des choix. Et ça, c'est un autre conseil que je donnerais sur le temps. Il faut absolument, en tant qu'entrepreneur, apprendre à gérer vos priorités et faire des choix. On a envie de tout faire. On a envie de mener tous les projets de front en même temps, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc, il faut faire des choix. Et peut-être que cette année, vous n'allez pas faire tout ce que vous vouliez faire. Peut-être que vous allez faire que 3 choses sur les 10. Mais par contre, ces 3 choses, vous allez les faire de façon durable, de façon beaucoup plus sereine, du coup, de façon beaucoup plus efficace et beaucoup plus épanouie, beaucoup plus heureuse. Donc, il y a quand même un sujet autour du choix et des priorités qui me paraît fondamental. Voilà. Dans les conseils, on va dire, généraux par rapport au temps, au stress et à l'énergie. On a juste une question d'un internaute qui nous demande si tu peux pas nous préciser un petit peu plus la gestion du stress, surtout quand on externalise tout. Quand on externalise... On internalise, pardon. Oui, ça veut dire qu'on fait tout nous-mêmes. C'est ça la question. Oui, bah c'est un petit peu ce que je disais de l'entrepreneur, c'est qu'il est au four et au moulin. En fait, c'est qu'en fait, il va être sur toutes les tâches et il va être dans un rythme qui est effréné, en fait. Et c'est là où, effectivement, on peut s'épuiser. Alors, sur la gestion du stress, il y a des outils, et c'est peut-être là-dessus que moi, j'essaie de donner plus de conseils, qui sont des outils très pratiques, qui vont vous aider au quotidien, qui est je m'arrête, je fais une pause. Là, je sens que je vois vraiment plus clair. Je ferme les yeux, je respire et je prends ce temps pour me ressourcer et puis pour sentir un petit peu ce qui est là, ce qui va être important à faire maintenant. On va faire l'exercice ensemble, un exercice de centrage et je pense que ça aidera cette personne-là. Il y a des moments où on sent que le stress monte et quand le stress monte, tout le corps se fige, on ne respire pas bien, d'accord? Donc déjà physiquement, on n'est pas bien. Et c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, tout se brouille. Ça veut dire qu'en fait, on ne voit plus clair. Et si je ne vois plus clair, en fait, je suis incapable d'être efficace, de planifier, de dire, tiens, ça c'est prioritaire, pas prioritaire. Et c'est ça qui se passe, en fait, qu'on a trop de choses et qu'on n'arrive pas à calmer ce stress. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, encore une fois, vraiment se prendre des moments où on ne va pas être dans l'action, dans la tâche, mais on va être des moments où on pose les choses, on respire et on planifie. On dit, OK, maintenant je pose un peu les choses. C'est quoi là le sujet qui me pose souci, qui peut m'angoisser? Comment de façon posée, calme, je vois ce que je peux faire? Et forcément, il va y avoir la question du choix dont je vous parlais. On ne peut pas tout faire. En fait, le stress vient de cette volonté de vouloir tout faire dans un temps limité et dans un temps incertain. Voilà. Donc, le premier conseil, et on fera l'exercice là pour cette personne, c'est de dire déjà, prenez ce temps de vous arrêter, de respirer pour clarifier un petit peu là-haut. Ça va vous aider à faire des choix, à voir ce qui est prioritaire. En gestion du stress et en gestion du temps, il y a un principe et ça va à l'encontre de tout ce qui est à la mode depuis un moment, c'est de sortir du multitasking. Voilà. Il n'y a rien de pire pour le temps et pour le stress que de faire tout en même temps. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, qui est un conseil de pleine conscience, c'est d'être dans le moment présent et d'être dans une chose à la fois. Ça veut dire que quand je suis avec quelqu'un en réunion, je suis pleinement avec la présente en réunion. Je ne suis pas en train d'écrire un mail ou un texto. Parce que ça veut dire que je me disperse en termes de concentration. Et ça veut dire que les 2 choses que je fais, je vais les faire mal. Donc, et d'un point de vue relationnel, c'est très dérangeant d'avoir quelqu'un qui n'est pas avec vous. Donc, être vraiment dans votre présence. Quand je suis avec quelqu'un, je suis pleinement avec quelqu'un. Quand je suis sur un dossier, je suis pleinement dans mon dossier. Je n'écoute pas mes notifications, je ne réponds pas à mon téléphone, je ne réponds pas à mes mails qui s'ouvrent toutes les 2 minutes. Hein. On est complètement dispersé, encore une fois, à cause, bien sûr, de l'hyperconnexion. Donc, encore une fois, prenez ces temps où je me déconnecte, où je suis focalisée sur une tâche. Et ça, c'est vraiment une clé en gestion du temps et en gestion du stress. C'est je cloisonne mes moments, je me concentre, je ne me laisse plus distraire par ce qu'il y a autour de moi. Sur un moment donné, je ne vous dis pas de débrancher votre portable pendant une journée s'il y a des urgences, mais au moins vous dites là pendant 1 heure, c'est que ce projet-là, c'est que ce sujet-là. Et je ne me laisse pas perturber.
Et ça va faire du bien à votre système nerveux qui clairement n'en peut plus, hein, des SMS, des mails, des notifications. Enfin, bon, donc ça va vraiment faire du bien. Donc, prendre des temps pour être dans le corps, pour respirer, pour faire le point. Donnez-vous des moments pour être dans quelque chose qui est de l'ordre de la stratégie et des moments qui est de l'ordre plutôt du relationnel ou de la créativité. Hein, il faut savoir que le corps, ce qu'on appelle la chronobiologie, il y a des moments où on est plus à même d'être concentré et de faire des tâches un peu stratégiques. Et il y a des moments, typiquement 14h30, je viens de manger, hein, on a plutôt besoin d'aller faire une micro-sieste de 10 minutes pour recharger le corps et faire des choses qui sont plus de l'ordre du relationnel ou on est beaucoup moins concentré. Le soir, souvent, on est fatigué. Ce n'est pas le moment pour faire votre business plan et de faire des tableaux Excel. Généralement, on n'est pas au maximum de notre concentration. Donc, dans la gestion de l'énergie, il y a aussi sentez à quel moment vous êtes concentré, à quel moment vous avez plutôt intérêt à faire des tâches qui sont des tâches qui demandent moins de bande passante. Voilà, par exemple. Donc ça, c'est un conseil que je peux donner, parmi d'autres. Ok, merci beaucoup. Alors, justement, là, concrètement, passons un petit peu à la mise en pratique. Comment faire pour gérer son temps, son stress et son énergie? Alors, moi, il y a quelque chose qui résume, une image qui résume pratiquement toutes les formations que je fais aujourd'hui sur ces sujets-là. Puisque j'ai un triangle sur lequel je travaille qui est temps, stress, énergie. En fait, j'ai voulu rendre cette question du temps, du stress et de l'énergie qui est un peu impalpable aujourd'hui, qui est encore une fois beaucoup dans la tête. J'ai voulu rendre ça concret dans le corps, physique, parce que je pense que quand c'est senti physiquement, il y a quelque chose qui va se transformer. Et donc, pour moi, il y a 3 notions qui sont intéressantes à aller ressentir tous les jours chez vous, que sont cette notion, que j'appelle l'ESS. Donc, pour les gens qui font l'entrepreneuriat social, c'est parfait. Le triangle de l'ESS, dans mon modèle, c'est E comme l'espace, S comme le souffle et l'autre S comme le silence. Voilà. Et vous allez voir que cette notion de créer de l'espace dans le corps autour de moi, mais aussi créer de l'espace-temps pour moi, cette notion de souffle, de respiration et cette notion de silence, elle est vraiment au cœur de beaucoup, beaucoup de techniques aujourd'hui de gestion du temps, gestion du stress. Mais elle est surtout, elle permet d'aller se connecter à soi et encore une fois à cette boussole intérieure qui va vous aider à faire des choix, qui va vous aider à calmer le stress, qui va vous aider à activer votre plein potentiel. Donc, l'idée, c'est vraiment ça. C'est comment je peux sentir dans le corps que je crée de l'espace. Ça, c'est quelque chose de physique, mais vous allez voir à quel point c'est puissant. Je vous donne un exemple sur la posture. Moi, je travaille beaucoup sur la posture. D'ailleurs, vous allez le faire tout de suite. Je ne sais pas comment vous êtes assis tous. Généralement, on est plutôt vers l'avant, surtout quand on est habitué à l'ordinateur à être comme ça. La tête est comme ça, les épaules sont vers l'avant. Ça veut dire qu'on bloque ici. Et puis, plus on est stressé et plus c'est bloqué, on est comme ça. Donc, bien sûr, il y a des tensions dans le cou, dans le dos qui sont énormes. Et on ne respire pas. On ne respire pas. Si je ne respire pas, je n'oxygène pas le sang, les organes et le cerveau. Donc, si je n'oxygène pas mon cerveau, je ne peux pas réfléchir, je ne peux rien faire. Donc, il y a vraiment cette idée de recréer de l'espace pour vous, bien sûr dans le temps, mais aussi dans le corps. Ça veut dire, rien que changer votre posture, vous allez voir que changer votre posture physique, ça va changer votre posture, on va dire, plus conceptuelle, votre posture dans le monde. Donc, je vous propose de faire l'exercice, là je ne vous vois pas tous, mais juste de faire cet exercice de redresser le buste, décroiser les jambes. Ouais, ça, c'est terrible, les jambes croisées, on fait tout le temps, c'est pas bon. Décroiser les jambes pour mettre les pieds à plat. D'accord? Donc, les pieds sont à plat. Vous allez ouvrir la poitrine, les épaules sont vers l'arrière. Voilà, déjà, juste, et reposer les bras de façon à être détendu pour détendre un peu les mâchoires. OK? Ce qui est une posture juste, une posture qui fait que déjà, vous allez être en meilleure santé, votre dos sera en meilleure santé. Vous allez pouvoir respirer plus. OK? Donc ça, c'est la première étape de l'exercice que je vais vous proposer de faire là, qui s'appelle un centrage ou un stop. Ça veut dire une pause que je fais. Première chose, c'est créer de l'espace dans le corps. OK? Donc là, déjà, vous devez sentir les pieds sont bien ancrés au sol. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la stabilité, qui m'ancre. Donc, je suis beaucoup plus en sécurité déjà dans mon corps. Donc, observez un petit peu comment vous êtes avec cette posture. Sentez que vous respirez un petit peu mieux. Et justement, après l'espace, le premier S, c'est le souffle.
Le souffle, c'est la clé magique en gestion du stress. C'est la clé magique pour prendre une décision dans votre vie. C'est la clé magique pour gérer les émotions avant de monter sur scène, C'est le souffle qui va vous aider à calmer le mental et aller vous connecter à vos autres cerveaux qui sont dans le cœur et dans le ventre, à votre boussole intérieure. D'accord ? Pour aller justement écouter ce silence à l'intérieur qui est en fait des réponses peut-être que vous attendez. Donc, on va faire l'exercice du centrage ensemble pour que vous puissiez expérimenter l'ESS dans le sens physique du terme, l'espace, le souffle et le silence. Alors, on va le faire ensemble. Anaïs, je te vois, donc tu vas le faire aussi. Ouais, voilà. je suis là, je t'écoute. Les autres, je ne vous vois pas, mais il n'y a pas besoin d'ailleurs de me voir, vous pouvez juste écouter ma voix, vous laissez guider. Donc, les pieds sont bien à plat, vous êtes bien dans votre assise, donc assis sur un support, chaise, canapé, peu importe. Sentez que vous êtes bien installé dans le bassin. La colonne vertébrale est droite, la poitrine est bien ouverte et en même temps, les épaules descendent, les omoplates descendent. Pas de tension dans la mâchoire. Faites des petits mouvements même de bouche, de mâchoire pour détendre un petit peu. Voilà, décrisper le front. Voilà, prenez cette posture qui est à la fois étirée vers le ciel où vous grandissez et en même temps il y a de la détente. Vous fermez les yeux et pour créer encore plus d'espace, pour aller écouter le silence, écouter notre boussole intérieure, vous allez maintenant respirer doucement. À l'inspiration, vous allez envoyer l'air dans la poitrine comme si vous vouliez ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur, créer un maximum d'espace dans la poitrine et étirer la colonne vers le ciel pour vous grandir. On se grandit. Et à l'expire, tout doucement par la bouche, vous expirez, vous relâchez et là, vous amenez de la détente. À l'inspiration, vous étirez la colonne, vous vous grandissez, vous ouvrez la poitrine, vous faites de l'espace. Et à l'expiration, vous videz l'air et vous amenez de la détente. Tout se relâche, se pose. Voilà, encore quelques respirations. À l'inspiration, amenez de l'espace. À l'expiration, amenez de la détente. Détendez tout ce qui peut être détendu dans le corps. Toutes les tensions dans le ventre, dans le cœur, dans le dos, dans la gorge. Donc on a créé l'espace. On a créé de l'espace à l'intérieur de nous et puis on a aussi pris notre place dans la pièce. On prend notre place dans le monde aussi, d'un point de vue énergétique. Il y a quelque chose qui est plus grand en nous, qui rayonne beaucoup plus. On a amené le souffle, la détente, pour aller peut-être maintenant écouter le silence à l'intérieur. Et je vais vous laisser juste comme ça 1 minute écouter le silence à l'intérieur. Ça veut dire aller vous connecter à toutes les sensations, les émotions, sans juger, juste observer ce qui est présent dans le cœur et dans le corps. Et on revient dans 1 minute. Et vous allez garder les yeux fermés, rester dans cet espace que vous avez créé à l'intérieur, dans cette connexion avec votre boussole intérieure, avec votre intuition. Et maintenant, vous allez inviter à l'intérieur de vous une qualité dont vous avez besoin en ce moment. Alors peut-être que vous avez besoin de calme, tout simplement. Donc, si c'est le cas, vous allez répéter mentalement 3 fois dans votre tête, calme, calme, calme.
Peut-être que vous avez besoin d'énergie, peut-être que vous avez besoin de patience, peut-être que tout simplement vous avez envie de joie ce matin. Donc si c'est la joie, on va répéter dans la tête 3 fois le mot joie, joie, joie. Et essayez de sentir ce qui se passe à l'intérieur, que ce mot joie, il résonne dans le cœur, dans le ventre, comme si vous programmiez chaque cellule du corps à être dans la joie, comme si chaque mot prononcé allait être dans la joie, chaque émotion, chaque mouvement, chaque respiration, chaque comportement, chaque action puisse être dans la joie aujourd'hui. Respirez avec cette sensation pour vous imprégner de cette qualité. Gardez l'espace, la détente, la connexion avec votre ventre, votre feu intérieur, cette flamme qui vous motive, mais dans quelque chose qui est aligné, qui est posé, qui est clair dans la manière d'amener ce projet, vous voulez l'amener en respect de vos propres ressources et de votre bien-être. Et quand ça sera le bon moment pour vous, vous pourrez réouvrir les yeux. Voilà, vous étirez, baillez, reprendre une respiration. Donc là, on vient faire un centrage qui est ce que j'appelle aussi le stop. On parle de stop en MBSR, en pleine conscience. Ça veut dire quand vous sentez que l'émotion monte, le stress monte, que tout est vraiment confus dans votre tête, vous dites stop, je m'arrête. Je crée de l'espace, donc je fais attention à ma posture, j'ouvre. J'amène la respiration, j'amène le souffle pour me détendre. Et j'écoute ce qui est à l'intérieur et ce dont j'ai besoin. Et vous-même, vous allez voir que vous avez des ressources incroyables à l'intérieur et qu'il suffit juste de vous reconnecter. Donc quand vous avez besoin de calme, vous vous mettez dans le calme. Quand c'est la joie, vous vous mettez dans la joie. Donc ça peut être une visualisation, ça peut être juste un ressenti. Et vous allez voir qu'il suffit de quelques minutes de respiration, de centrage, pour que déjà votre cerveau soit beaucoup plus calme, vous puissiez être beaucoup plus concentré et focalisé. Mais vous allez être concentré et focalisé avec votre ventre, ça veut dire avec ce qui est essentiel pour vous, ce qui est prioritaire pour vous. Et ça va vraiment vous aider à faire les bons choix. Quand je dis les bons choix, c'est les choix qui sont justes, qui sont alignés par rapport à vous et au moment, et ce qui est juste aussi dans le moment. Si vous êtes excité, que vous avez besoin de calme, ben c'est ça qu'il faut écouter, c'est du calme. Voilà pour le petit exercice que vous pourrez faire 10 fois par jour s'il faut. Vous allez voir qu'il suffit de quelques minutes et vraiment, c'est très apaisant. Merci beaucoup pour ce petit temps de pause qui est très, très apaisant et très reposant. On va passer à la dernière partie. J'ai juste avant de mettre sur le live nos entrepreneurs qui souhaitent échanger avec toi. J'ai une question du public. Que pensez-vous de l'intelligence émotionnelle ? Ah, bah ça fait partie pour moi de l'axe. Ça veut dire que l'axe, c'est tête, cœur et corps. Et donc, j'en pense le plus grand bien. Ça veut dire, je crois qu'encore une fois, on a été trop longtemps dans l'intellect, donc l'intelligence, celle qui est testée dans le quotient intellectuel, mathématique, logique et linguistique. Hein. C'est ce que Howard Gardner dit, hein, c'est qu'on a 7-9 formes d'intelligence et qu'on exploite surtout celle-ci. Et je crois qu'effectivement, on a vraiment besoin aujourd'hui, dans cette société qui est de plus en plus compliquée et incertaine, on a besoin de se reconnecter au corps et au cœur. Et quand d'ailleurs je parle de reconnexion corps-esprit, dans le corps, il y a le cœur. Hein. Parce que c'est physique le cœur, c'est-à-dire que les émotions, vous les ressentez bien à cet endroit. L'émotion, vous ne la ressentez pas dans la tête. Donc, je pense qu'on a besoin absolument dans notre vie, bien sûr personnelle, mais beaucoup dans le monde du travail, de développer cette intelligence émotionnelle et corporelle, bien sûr. Et je me suis rendu compte que l'intelligence du corps aidait et amplifiait
cette connexion aussi au cœur et à l'intelligence émotionnelle. Donc des gens pour qui l'intelligence émotionnelle des fois me paraît un peu abstrait, encore une fois, ça peut être quelque chose qui est lié au corps et qui est très physique. Donc c'est une forme d'intelligence, je pense, qui va être essentielle pour aller développer les super pouvoirs dont on a besoin demain. Empathie, empathie bien sûr, empathie, solidarité, ouverture à l'autre, agilité, créativité. Tout ça, ça va passer bien sûr par la connexion à nos émotions et nous se servir, écouter l'émotion, donc c'est écouter le silence, pour la transformer, pour la mettre en mouvement dans quelque chose qui est juste pour vous et pour le monde. Ok, merci beaucoup. Alors, je mets les entrepreneurs sociaux Oui. dans le live. Bonjour. Salut Bonjour. Van. Tu peux activer ton micro parce qu'on ne va pas t'entendre sinon. Hop, C'est bon, vous m'entendez? super. Bienvenue à vous. Bienvenue. Peut-être, Van, si tu veux commencer, tu peux rapidement présenter ton projet et poser ta question ou témoigner de ton expérience en direct. C'est à toi. Très bien. Merci beaucoup Alice pour ta présentation. Puis je trouve que tu incarnes bien ce que tu dis, t'écoutais, c'est un vrai moment de respiration, ça m'a vraiment fait du bien. Donc moi je m'appelle Van, j'ai confondé avec mon associée Marine Pivert et c'est la solution de réparation du gros électroménager par visioconférence. Donc nous on va accompagner le client tout au long de sa panne à essayer de réparer lui-même sa machine en étant accompagné par un technicien par visio. Et nous, on a une grande problématique par rapport à la gestion du stress, parce que donc on a une entreprise qui est B2C et plutôt dans un service d'urgence. Donc c'est vrai que l'on doit très souvent le soir ou le week-end gérer les interventions, être là pour tout ce qui est logistique en amont et en aval. Et donc ce qui crée peu de séparation entre notre vie pro et notre vie perso. Donc notre grande question, c'est comment réussir à couper comme ce que tu disais, on a vraiment la flamme de notre projet, on essaye vraiment de pousser notre projet à bout et de satisfaire au plus nos clients. Comment réussir à couper entre ce qui nous motive et réussir à gérer notre bien-être intérieur, comme tu le dis. Merci Van. Alors c'est une question hyper importante que tu poses et il y en a plusieurs dedans en fait. Il y a le sujet de l'équilibre vie pro-perso qui est un sujet qui est essentiel, surtout quand on est entrepreneur parce qu'on a tendance à vraiment mélanger les deux. Ce qui est assez confortable au départ finalement et puis et finalement qui nous épuise. Donc cette séparation vie pro vie perso ou en tout cas cet équilibre, je dis pas de séparation mais en tout cas trouver l'équilibre juste, c'est vraiment un sujet sur lequel vous devez encore une fois essayer de vous écouter. Et tu as raison, et plus on a cette flamme et cet enthousiasme et tous les gens qui sont passionnés d'ailleurs dans leur travail, ce qui est super, ont du mal à couper. Parce que tu rêves la nuit de ton projet, parce que tu as le cœur donc qui est très engagé, il y a beaucoup d'affectifs. Donc, voilà. Donc, c'est une question d'équilibre des forces. Et là aussi, moi, je trouve que la nature a beaucoup de choses à nous apprendre. Et notamment, moi, je travaille beaucoup avec l'Ayurveda, qui est la science de la vie en Inde, qui est la médecine indienne. Et ce que dit l'Ayurveda, c'est que les ressources à l'extérieur sont les mêmes que nous avons à l'intérieur. Les éléments sont les mêmes. On a de la terre, on a de l'eau, on a du feu et on a de l'air. Donc, toi, en l'occurrence, là, tu as beaucoup de feu. Et le feu, ce qu'on dit en Ayurveda, c'est que c'est fantastique. Le feu, c'est la flamme, c'est l'action. C'est clairement un entrepreneur, il a beaucoup de feu parce qu'il met en place, parce qu'il a envie, parce qu'il est porté par ses tripes à un moment. Donc ça, c'est super. Et comment tu peux équilibrer ce feu? C'est en rajoutant un petit peu les autres éléments qui vont te donner cet équilibre, cette douceur que sont la terre et l'eau. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire la terre, ça veut dire l'ancrage. Ça veut dire qu'il ne faut pas perdre pied, notamment dans des moments de vie comme ça, où on est tous un petit peu bouleversés. Il faut travailler cet ancrage, donc déjà physiquement, ça veut dire être dans ton corps. Encore une fois, soit dans ton corps, dans ta santé, fais des exercices physiques pour te mettre en énergie. Et être ancré, ça veut dire toujours se rappeler peut-être tes valeurs fondamentales, ce qui t'ancre.
pourquoi tu fais les choses. C'est-à-dire qu'il y a un moment, des fois, on est tellement pris dans le truc, on se retrouve à faire des choses, on se dit, mais attends, là, t'es plus dans tes valeurs. Et puis non seulement t'es plus dans tes racines, dans tes valeurs, mais t'es plus dans le respect de tes besoins vitaux. Quand on dort plus, quand on mange plus, voilà, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui est aussi de cette écoute-là. Donc, s'ancrer, ça veut dire retrouver de la sécurité physique dans le corps, mais ça veut dire aussi, à un moment, aller amener de la douceur et écouter ses besoins, aller mettre des limites. Donc, dans votre cas, ça veut dire que surtout quand on est dans l'urgence, c'est la question de l'énergie, c'est je me donne des moments de pause, absolument. Vous vous imposez des moments de pause où vous déconnectez complètement du boulot. D'accord ? Pour que quand vous êtes dans la plage où là, c'est l'urgence que je dois gérer, je suis à fond dans mon urgence. Mais parce que avant et après, j'ai pris ces petits moments de pause. Donc, ce qu'on vient de faire là, le centrage, vous le faites avant et après, notamment des interventions pour... et puis, il y a des moments, il faut s'arrêter un petit peu. Mais il faut se l'imposer. Ça veut dire que ça demande de la discipline. Un petit peu de rigueur de dire, OK, là, j'ai pas eu mon quota de repos, j'ai pas eu mon quota de pause. Et ça veut dire séparer des fois des moments qui sont que du perso, du plaisir perso, et je suis pas dans mon projet. Parce que sinon, tu vas te laisser un petit peu brûler par ton projet qui t'enthousiasme et qui du coup, fait que tu ne respectes pas tes besoins et tes ressources, en fait, tout simplement. Donc, se ressourcer, bien avoir des moments où tu sépares. Et comme tu travailles en plus sur un outil qui est digital, puisque tu te connectes avec, déconnecte-toi du digital dès que tu peux, va mettre les pieds dans l'herbe, connecte-toi à la nature et va te régénérer sur voilà, les éléments de la nature. Le premier médicament, c'est ça, hein, pour le stress. Donc voilà, les premiers conseils, parce que je peux pas passer trop de temps, mais déjà ce que je peux dire, effectivement, mettez-vous vraiment des moments que pour vous, que pour votre famille, que pour vous, que pour vos amis, mais où il n'y a pas de travail. Vraiment, et même si on aime son travail, mais c'est vraiment important. Merci Merci. beaucoup. Sarah, est-ce que tu veux prendre la suite? Il faut que tu... Attends, on t'entend pas. On t'entend pas. Hop. Table 11. Là, Ouais, c'est bon? vas-y. Ouais, c'est bon. Bonjour à tous et merci beaucoup Alice pour cet atelier de respiration et de méditation très, très reposant. Et donc moi j'ai créé Nouré qui est en fait une marque de boisson chaude à base de chicorée. Et justement je me retrouve beaucoup dans tes propos de décélération, de prendre le temps. Et en fait ce qui est intéressant dans la chicorée, c'est que je veux à la fois promouvoir un savoir-faire qui est français depuis plus de centaines d'années et aussi promouvoir une alimentation saine et responsable parce que la chicorée c'est extrêmement bon pour la santé et surtout ça comporte aucun excitant et aujourd'hui c'est vrai que parmi tous les choix de boissons chaudes qu'on a, la plupart elles sont avec des excitants et elles viennent du bout du monde alors qu'on a quelque chose qui est extrêmement bien en France et donc voilà, ça c'est mon projet. Et au sujet donc de ces questions-là, moi je trouve aussi, je te rejoins Van sur le fait d'avoir du mal à déconnecter, parfois du projet, de vouloir le faire aussi vite. Et puis à la fois aussi avec cette période un peu qui bouleverse un petit peu le projet, d'avoir une incertitude et de ne pas savoir vraiment comment gérer cette incertitude sur quand lancer le projet, comment anticiper le futur et être serein face à ces questions. Ça, c'est quelque chose qui est encore pas forcément la réponse, quoi. D'accord, merci pour ton témoignage. Super pour ton projet. Moi, je suis une grande fan de chicorée. Comme je fais de la gestion du stress, je sais que le café, voilà, moi j'adore le goût, mais malheureusement, ça me rend trop nerveuse. Donc, très beau projet. Tu vois, alors effectivement, la question de l'incertitude, alors elle est déjà présente de toute façon quand on est entrepreneur. Elle est présente de plus en plus dans la société dans laquelle on est et dans le monde dans lequel on est. Et encore plus avec le Covid, qui malheureusement, on n'en est pas sorti complètement et je pense que ça va prendre un petit bout de temps. Et c'est pour ça que la question de la résilience, je pense que c'est un point qui est essentiel encore plus pour les entrepreneurs. Et comme je disais tout à l'heure, pour être résilient, ça veut dire pour pouvoir non seulement rebondir, hein, donc ça c'est l'agilité, rebondir, la résilience c'est aussi transformer. Donc transformer quelque chose qui peut être vécu comme une crise, comme quelque chose de négatif, aller
rentrer dans cette deuxième définition du mot crise de nos amis chinois, qui est l'opportunité, qui est quelque part comment je fais de ces difficultés, comment je fais une opportunité. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment avec le Covid, pour moi, c'est un exercice et c'est une manière de dire, tiens, finalement, qu'est-ce qui est prioritaire? Comment je pourrais travailler? Comment je pourrais apprendre encore plus à peut-être lâcher prise aussi, parce que la vie est incertaine, elle le sera de plus en plus. Et quand je suis entrepreneur, il faut aussi que je me dise que c'est incertain, que je vais mettre en place des actions, je ne sais pas si ça va marcher, pas marcher. Et moi, il y a quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et je trouve qu'en France, on n'est pas encore très bon avec ça, c'est le droit à l'erreur. Je trouve qu'on se met une pression dingue et en France, voilà, c'est pour ça qu'il y a peu d'entrepreneuriat. En tout cas, c'est pas promu beaucoup parce qu'en fait, on a peur de se planter. Alors que dans d'autres cultures, c'est bien de se planter. C'est en se plantant qu'on pousse, c'est en se plantant qu'on devient cultivé. Vous connaissez ces expressions. On a besoin d'erreurs. Ce sera le thème de notre prochain temps d'inspiration, justement. Tu vois, apprendre l'échec et rebondir apprendre l'échec. après un Et échec. pour moi, c'est moi, je vais vous en parler de l'angle de la gestion du stress et de se lancer dans l'inconnu qu'est l'entrepreneuriat et de mettre en place des actions sans savoir finalement. C'est que de toute façon, c'est du test and learn. L'entrepreneuriat aujourd'hui, s'il veut être agile, il teste, il observe, il regarde, il corrige. Et le processus d'innovation, c'est ça, c'est du test and learn. On ne peut plus avoir de certitude. Il n'y a plus de toute façon, globalement, il n'y a plus de schéma tout fait. Tout ça, ça ne marche pas. Donc, moi, ce que je conseille aux gens, c'est expérimenter, corriger. Mais ce que je rajoute dans l'équation, c'est vous. Ça veut dire écoutez-vous. Et quand vous corrigez pas que par rapport à un résultat business ou d'impact, corrigez aussi par rapport à ce qui est juste pour vous. Ça veut dire, j'ai monté tel projet de telle façon, j'ai senti que j'avais une énergie de dingue et ça, c'est aussi un bon signe. Voilà. Donc, donnez-vous le droit à l'erreur, faites-vous confiance. Franchement, faites-vous confiance. Je parle aussi beaucoup aux femmes entrepreneuses et il y a un déficit de confiance chez les femmes entrepreneuses. Donc, je sais beaucoup. Donc, faites-vous confiance, quoi. Vous avez des beaux projets. Voilà. Et donc, encore une fois, écoutez-vous, faites-vous confiance et lâchez prise sur de toute façon ce qu'on ne peut pas contrôler. Et la gestion du stress, c'est aussi ça. C'est dans l'incertitude. Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. Donc, je vais juste essayer de contrôler ce que moi, je peux contrôler maintenant, aujourd'hui. Après, ce qui adviendra demain, c'est une autre histoire. Mais voilà un peu ce que je peux dire sur l'incertitude, rapidement. Mélodie? Je veux bien rebondir, oui, je te laisse. Justement sur ce que tu viens de dire, Alice, je trouve ça très juste. Et notamment sur ce que tu disais, où il faut identifier ce qui nous prend de l'énergie. Moi, mon retour d'expérience, enfin de ma petite expérience, parce qu'effectivement, on est tout jeune entrepreneur, je trouve qu'une fois qu'on a pris la décision de se lancer dans un projet qui fait sens, et ça nous galvanise un petit peu, on est pleine d'énergie, on a justement cette flamme, on se dit, allez, j'y vais, je suis une aventurière, j'ai envie de changer le monde. Je trouve que passer cette phase d'euphorie, où on est remonté à bloc, je trouve qu'on se fait assez vite rattraper par ces doutes, par des peurs qu'on n'avait pas forcément tellement anticipées. Et je trouve qu'aujourd'hui, enfin là, mon enjeu, en tout cas, moi, à cette phase de mon projet, c'est vraiment de dépasser ses propres doutes qui nous freinent et qui nous prennent d'énergie, justement. Est-ce que j'ai les épaules, les compétences pour entreprendre, toutes les casquettes nécessaires pour ça, surtout quand on est seul. Et je trouve aussi l'autre enjeu, c'est de dépasser les doutes des autres, en fait, de son entourage, un peu les critiques, les avis négatifs. Enfin, il n'y en a pas forcément beaucoup, surtout dans le domaine de l'ESS, mais je trouve qu'il faut savoir, c'est difficile aussi de savoir les dépasser ou de les transformer en quelque chose de positif pour que ça soit justement constructif et avancé. Ouais. Et je trouve que quand on est, effectivement, comme tu disais, une femme empathique comme moi, je trouve qu'il faut aussi savoir se protéger quand on se connaît un petit peu. Et je me dis, on n'est pas obligé de convaincre tout le monde. C'est-à-dire que le copain qui travaille dans une multinationale capitaliste, qui n'a pas forcément cette fibre et cette conscience écologique, je ne vais pas forcément aller lui expliquer de long en large mon projet. Je vais rester un peu vague parce que je sais qu'il ne va pas forcément être réceptif. Et je trouve que c'est important aussi de ne pas vouloir convaincre tout le monde. Et
et dépasser aussi cette fameuse peur de l'échec dont tu parlais tout à l'heure. Et je trouve qu'il est encore hyper tabou dans notre société. C'est pas dans nos modalités en fait de cette peur, enfin l'échec. Et je trouve que c'est difficile de transformer ce risque en quelque chose de positif. Voilà. Tout à fait. Merci Mélodie pour ton témoignage. C'est très intéressant tout ce que tu dis. Alors, il y a plein d'éléments. J'aimerais rebondir sur chacun d'entre eux. Oui, c'était un peu ma question. C'était comment réussir à passer un peu au-dessus de nos peurs qui sont quand même le premier blocage. Et puis, je trouve que c'est des stress qui, pour le coup, viennent de l'intérieur. Exactement, qui ne viennent pas de l'extérieur. Voilà. Alors, il y a une citation que moi j'adore, que je veux partager avec vous, parce que moi, pendant très longtemps, je me mettais une pression dingue à vouloir changer le monde. Puis j'ai arrêté, en fait. La citation, c'est Rumi, qui est un penseur que j'adore et qui disait avant, j'étais intelligent, je voulais changer le monde. Aujourd'hui, je suis sage et je veux me changer moi-même. Et en fait, il y a une partie de moi au début qui ne la comprenait pas en disant mais si, je veux quand même changer le monde. Mais en fait, tu changes le monde déjà en te changeant toi et en donnant l'exemple, en incarnant réellement ce que tu veux voir changer. Et je te dis ça pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas changer tout le monde, on ne peut pas convaincre tout le monde qu'il faut préserver l'environnement, qu'il faut acheter de la chicorée et pas du café qui vient à l'autre bout du monde. Enfin, et le sujet, c'est que des fois, on est tellement pris nous-mêmes dans notre flamme, dans notre conviction que c'est ça qu'il faut faire. On va aussi se mettre une pression déjà pour que tout le monde le fasse, pour convaincre tout le monde. Et on va s'épuiser. Et on est sensible aux critiques, du coup. Et du coup, exactement, c'est ce que je voulais dire, c'est qu'en plus, non seulement on n'arrive pas à changer les autres, et puis quand on prend une critique du ce que tu fais, bon, voilà, et bien on le prend personnellement. Donc, moi, j'ai envie de dire déjà, si nous, on s'applique à nous-mêmes nos principes, si on mène notre projet, choisissez des gens, choisissez un entourage déjà où vous allez commencer à rayonner avec vos actions. Changer le monde seul, je n'y crois pas, on ne changera pas le monde seul, on ne peut pas avoir sur le poids de nos épaules le fait de changer le monde. On changera collectivement, chacun à notre place, là où on est bon, là où on a une mission. Et là, on s'est dit, là, moi, c'est là où j'ai envie de faire ma part de colibri, c'est là où mais tu fais que ta part de colibri. Et des fois, c'est juste se répéter, je fais que ma part. Et je ne me mets pas trop de pression pour pouvoir faire plus. Je fais de mon mieux. Là où je pense que je suis à ma place, c'est-à-dire que je déploie mes talents au service d'une cause qui m'est chère, mais quelque part, je fais que de mon mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Après, tu ne vas pas convaincre tout le monde. Heureusement, en même temps, chacun pense des choses différentes. Et puis on n'a pas ce pouvoir de transformer l'autre. Ce n'est pas vrai. On peut se transformer soi et on peut aider l'autre éventuellement à voir les choses différemment. Mais donc, une fois qu'on se dit, bon, en fait, change pas le monde, déjà, on se sent vachement plus serein, tu vois. On se dit juste, ok, je vais amener ma contribution sur ce qui me paraît juste et je fais de mon mieux. Et les critiques, tout ça, il y a un moment, si toi, tu es bien ancré, ça veut dire si tu es clair avec tes convictions, si tu fais les choses de la façon la plus authentique possible, la plus alignée possible, les critiques, elles ne vont pas t'atteindre, tu vois. Et c'est pour ça que la reconnexion au cœur et au corps, elle est importante parce que c'est aussi ça l'authenticité. C'est aussi ça, incarner ce qu'on dit. Essayez pas de faire des choses parce que les gens veulent que vous fassiez ça, parce que vous pensez que c'est bien. Faites des choses qui vous ressemblent, qui sont justes par rapport à vous et vous serez droit dans vos bottes. Après, les critiques, il y aura toujours. Mais vraiment, voilà, faites de votre mieux et faites ce qui vous paraît bon pour vous. Et les peurs, ça fait partie de ça. Les peurs font partie de toute façon de la prise de risque de l'entrepreneur. Donc, il faut accepter la règle du jeu. Il y a des peurs, elles sont là, il ne faut pas les nier. Mais fais confiance à ta flamme, à qui tu es. Fais confiance en tes compétences, c'est ce que tu peux amener. Et encore une fois, toujours avec ce droit à l'erreur. Toujours avec je fais de mon mieux. Et puis, on verra bien. On verra bien, tu fais de ton mieux. Et puis, de toute façon, de sortir de cette zone de confort, c'est un côté vertigineux et en même temps hyper enrichissant. Donc, et très excitant, on est d'accord. On ne regrette rien, je pense, tous. Garde l'aventurière qui est en toi, quand même. Philippe, voilà. Est-ce que tu veux réagir et poser une dernière question avant de terminer ? Ouais, merci beaucoup, Alice, pour le partage de tes conseils et de ton énergie bienveillante et ressourçante. Alors moi, j'ai monté une boîte qui s'appelle Les Carottes Sauvages. Et en fait, je crée des jardins potagers dans les maisons de retraite. Et ensuite, j'anime des ateliers. Donc, pour l'instant, je n'anime pas beaucoup d'ateliers parce que malheureusement, tous les résidents sont dans leur chambre, enfermés. Mais en tout cas, je crée les jardins potagers. Et du coup, moi, je tire mon énergie. Alors, tu as beaucoup parlé de nature. Moi, vraiment, je me sens bien et je trouve mon énergie dans la nature et les pieds dans la terre avec un petit T, mais aussi peut-être avec un grand T. Et
Et du coup, voilà. Et j'essaie, en fait, tu l'as dit aussi, de profiter de cette crise qui me touche aussi comme tout le monde, mais de voir quelle est l'opportunité d'un point de vue entrepreneurial de cette crise. Et du coup, le sens que je donne, moi, c'est d'aller m'occuper des personnes âgées en leur donnant un peu une autre comment dire, sortie que d'aller jouer au Scrabble ou au bridge, ou même au pire, rester dans leur chambre. Donc voilà, ça c'est pour ce que je fais. Et par contre, moi, ma difficulté, c'est d'arriver à trouver du temps pour faire autre chose que de penser aux carottes sauvages. C'est-à-dire que j'ai profité du confinement pour créer mon site, mais du coup, c'est-à-dire que j'étais tout le temps avec mon téléphone, pas pour téléphoner, mais pour noter. Donc j'étais en mode bloc-notes pour dire, tiens, là j'ai une idée, ou il faut faire ci, il faut faire ça, ou pour acheter du matériel, machin. Et du coup, en permanence, je fais ça, et du coup, j'arrive pas à couper. Et ça, c'est une difficulté. Et l'autre difficulté, c'est que je zappe toujours d'une chose à l'autre. Voilà. Ouais. Et je zappe particulièrement entre créer mon entreprise, m'occuper de ma femme et de mes enfants, et aussi, malheureusement, de mes parents, mes deux parents qui sont souffrants. Et du coup, j'ai une grosse charge. Alors, c'est un peu à la mode, une charge mentale. Ouais. Et j'arrive pas à casser tout ça. Et c'est vrai que ça génère, tu l'as dit, du stress, du coup, parce que j'ai trop de choses à gérer. Ouais. Mais du coup, je termine là-dessus. Mon énergie, je la trouve en allant jardiner, en fait. Ouais. Et là, quand je mets mes bottes, du coup, ça va mieux. Ouais. Et ça donne du sens parce que je sais que le jardin, j'espère, il va être beau et que les résidents, les personnes âgées vont pouvoir sortir, j'espère, là, dans 15 jours et venir voir ce que je fais. Merci. Merci Philippe. Super. Merci pour ton témoignage. C'est un très beau projet et puis je te rejoins tellement sur ce rapport à la nature. Moi, dans l'idée de réunir, il y a réunir corps et l'esprit, nous réunir nous les uns aux autres. Et c'est retrouver ce lien avec la nature qu'on a complètement perdu. Et d'un point de vue déjà, peut-être vous ne le savez pas, mais scientifique et physique, on sait aujourd'hui que rien que mettre les pieds dans l'herbe, rien que même entendre un oiseau, ou rien que de voir un arbre sans le toucher, ça calme, ça autorégule le système nerveux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que physiologiquement, on a besoin de voir, de sentir, de respirer la nature pour que notre organisme soit en bonne santé. Donc c'est sûr que vous imaginez bien dans les milieux urbains de béton, de bruit, de pollution atmosphérique et sonore, de stress, à quel point on est déconnecté de nous et de la nature. Et donc déconnecté de ce qu'on appelle le vivant. Donc cette reconnexion au vivant à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous, qui est le même vivant, effectivement, c'est un enjeu essentiel. Donc bravo pour ton projet, je le trouve vraiment super parce qu'il y a du lien social, il y a la nature, et donc tu as raison, va jardiner. En fait, je vais te donner des petits conseils parce que c'est vrai que quand on est passionné par son boulot, on y pense tout le temps et on a du mal à gérer les autres strates de sa vie. Donc, c'est toute cette histoire d'équilibre entre moi, mon temps pour moi, ma famille, mon travail. Et voilà. Il vous faut du temps pour vous, que pour vous. Même pas longtemps, mais 5 minutes, 10 minutes. Alors, peut-être tu jardines, peut-être je vais respirer, peut-être je vais marcher, peut-être, mais que pour moi, pour me ressourcer. Si vous n'avez pas d'énergie, vous n'aurez pas d'énergie pour les autres. C'est la première chose. Donc, dans cet équilibre, il faut un temps pour vous, souvent qu'on zappe. Temps famille, temps amoureux et temps travail. Et puis vous, voilà, donc temps pour vous. Et puis après, effectivement, cloisonner des moments où vous êtes que avec vos enfants, votre famille, votre amoureux, et des moments où vous êtes que dans le travail. Je vous donne un petit truc parce que quand tu penses quand tu as des idées sur tes projets, c'est génial les idées, c'est de la créativité. Moi, j'ai toujours un petit carnet avec moi que je trimballe toute la journée et notamment près de mon lit. Et le soir, en fait, j'écris, je note tout ce qui me passe par la tête et notamment des idées. Alors, ça peut être il faut que je fasse ça, tiens, il faut que je pense à. Et puis, c'est des idées par rapport à mes projets, parce que j'en ai pas mal en ce moment, de tiens, je pourrais faire ça. Et en fait, je me vide. C'est comme si je mettais sur papier toute cette espèce de bouillonnement que vous pouvez ressentir des fois. Et puis, des fois, dans le bouillonnement, il y a des craintes et des peurs qui vont avec. Du coup, vous mettez ça aussi sur papier. Ça me fait un peu peur. Hop, on lâche tout sur le papier. Et vous mettez de côté, vous dites là, je vais dehors. Là, je me régénère. Là, je mets de côté. Donc, quand il y a des moments comme ça, vous sentez qu'il y a des idées, il y a des choses, il faut les noter, il faut les poser. Pour après, comme si vous vous libériez et vous dites, OK, maintenant, je passe à une autre tâche. Et donc, c'est toujours cette idée de bien segmenter les temps. Un temps pour moi, un temps pour le travail. Dans mon temps travail, tiens, là, je me fais 1 heure où je reprends mes notes d'hier avec toutes mes idées.
tac, je vais travailler là-dessus. Là, je prends un temps où je suis en relation avec quelqu'un. Et donc, c'est pour ça que je disais sortir du multitask et vraiment vous poser la question de comment organiser vos journées pour passer un temps sur chacun de ses besoins, chacun de ses temps, pro et perso, avec moi ce que j'appelle des petits rituels. Ça veut dire telle à telle heure, je fais des petits mouvements, des petites respirations, les pieds dans l'herbe et je suis bien. Après, j'ai un rituel en famille, par exemple, ou avec mon amoureux, où on se connecte. Et je ne prends pas mon téléphone. C'est un vrai temps où je suis avec les gens que j'aime. Après, j'ai 1 heure tous les matins où je suis sur mon projet stratégique. Parce que c'est là où je sais que physiologiquement, on est concentré, on est bien. J'ai un rituel de ma petite sieste qui dure 8 minutes, allez, ou ma relaxation 8 minutes après manger. J'ai un temps de créativité. Et vous voyez, en fait, en fonction de votre chronobiologie, puis en fonction de votre temps, vous vous donnez des temps et des rituels. Pourquoi je vous dis rituel? Parce que le rituel, non seulement il est régulier, donc c'est de la discipline, mais le rituel, il est sacré. Ton moment où tu vas mettre les mains dans la terre, tu vois, que tu jardines, c'est un temps pour toi, c'est un temps qui est sacré. Un temps on a avec les gens qu'on aime, c'est aussi un temps qui est sacré. Et donc, même si votre travail, il est hyper enthousiasmant, ne perdez pas votre temps à vous, votre temps d'épanouissement personnel, parce que c'est ça qui est important quand même, il ne faut pas l'oublier. Donc, remettez des petits rituels, des vrais moments de connexion aussi avec les autres et avec d'autres choses que votre travail. Je pense que ça peut aider. Voilà. Si il y a plein d'autres choses, j'essaie de résumer. Mais sur ton petit cahier là, que tu mets près de ton lit, moi, c'est-à-dire que si je note pas au fur et à mesure, j'oublie. Ouais, non, mais du coup, j'arrive pas à grouper, puisque si je le note pas au fur et à mesure, j'oublie en fait mon idée. Tu l'as dans ta poche? Dans ta poche? Non, mais du coup, c'est en continu. En fait, ce que j'ai, c'est mon téléphone avec mon bloc-notes. Même quand je vais courir, parfois, je m'arrête de courir pour noter une idée. Fais ça. Parce que ton cerveau fonctionne comme ça. Il faut savoir que les gens très créatifs, les gens très artistes ont un mode de fonctionnement aussi un petit peu différent des fois. Donc, si tu penses que tu as besoin de noter ton idée, tu la notes. Mais après, tu te remets dans ton jogging à fond. Tu es dans ton jogging pleinement. C'est juste hop, il y a une idée. Parce qu'en fait, sinon, l'idée, elle va te perturber. C'est la question d'ailleurs en stress. C'est qu'on a une pensée qui est là, qui nous… Donc, plutôt que de te laisser cogiter avec ta pensée et te battre avec en disant, vas-y, reviens à ton jogging, tu notes l'idée, c'est évacué et tu reviens à ton jogging. Tu vois? C'est ça, en fait. Ne pas te laisser perturber pour faire une chose à la fois. Donc, si tu as un carnet dans la poche tout le temps, super, tu es quelqu'un de créatif qui a besoin de noter ses idées et c'est une très belle richesse. Voilà. Et tu reviens après à la tâche que tu faisais. C'est pas, tu vois. Bien sûr que tu perds un peu en focalisation. Mais si tu perds plus en focalisation parce que tu n'arrives pas à traiter ton idée, il vaut mieux que tu la traites, ton idée. Tu vois? Merci beaucoup, Alice. On arrive à la fin de ce temps d'inspiration et d'apaisement. Est-ce que tu voudrais faire passer un dernier message, dire un dernier mot avant qu'on se quitte? Écoutez, j'étais ravie d'être avec vous, d'être connectée avec vous. J'espère que tout ça va vous aider. Ce ne sont que des tout petits conseils, c'est une petite sensibilisation. Moi, je fais des formations qui durent des journées. Vous imaginez bien que c'est dur de tout traduire. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez avoir de l'information ou voilà, que je puisse vous donner plus de conseils sur mes sites, sur Mojom ou sur alicevivian.com. Moi, le conseil que je vous donne, il est simple, c'est prendre soin de vous. Mais c'est-à-dire vraiment de le faire, c'est pas du tout une forme de politesse ou de rhétorique qu'on met à la fin d'un mail, prends soin de toi. Ça veut vraiment dire prendre conscience de ça veut dire quoi, le soin. Je veux prendre soin, vous prenez soin de la planète et vous prenez soin des autres. Il faut vraiment que ça commence par prendre soin de vous et prendre soin du vivant qui est à l'intérieur de vous. Donc, écoutez ce qui est là, prendre soin du corps, écoutez l'émotion, écoutez votre boussole intérieure, prenez des moments pour vous, des moments qui sont doux, qui sont agréables. Voilà, c'est aller explorer cette notion de prendre soin de vous, ce que ça voudrait dire dans votre quotidien pour que ça ne soit pas juste une formule rhétorique, mais que ça soit une vraie discipline et des vrais rituels pour vous aider dans votre chemin. Merci infiniment, Alice. Merci beaucoup. Vous pourrez retrouver donc ce temps d'échange sur notre radio d'ici la semaine prochaine, ainsi qu'en podcast sur toutes les plateformes d'écoute en cherchant un mouvement Up Factory. Et voilà, je vous donne rendez-vous pour notre prochain temps d'inspiration qui sera dans un mois. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée, un bon week-end.
et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Allez, Merci beaucoup. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. à très bientôt. Prenez soin de vous. Merci. Merci.